à ces notions, donc énergie et low-tech, le Low-Tech Lab de Montréal est une équipe en majorité issue du monde ingénieur qui a pour but de promouvoir et expérimenter les technologies sobres. Leurs membres ont donné plusieurs conférences et participent activement à un partage de l'information via leur page Facebook. Je ne sais pas si elle est affichée, non. Donc, lors d'événements variés, des repères cafés, des festivals. Ils ont également construit des objets en basse technologie, alliant l'isolant pour casserole au concentrateur solaire pliable. Voilà, je te laisse la parole. Alors bonjour à tous, moi c'est Max du Low-Tech Lab. Je vous présente donc face à l'effondrement, je vais vous présenter ce qu'on peut envisager un futur low-tech. Je vais commencer par présenter les techs en général, ensuite parler de low-tech bien sûr, présenter quelques exemples de low-tech, et puis parler un peu de nous. Donc nous on aime bien définir les techs par rapport aux énergies qu'elles mettent en jeu. Donc si j'imagine que je veux arroser mes plantes, je peux avoir plusieurs approches. Soit je peux mettre une bouteille en goutte à goutte, très simple. Soit je peux penser à un système Bluetooth qui va envoyer via mon téléphone un arrosage automatique. Pourquoi pas. C'est pas exactement la même implication environnementale. Donc on distingue les techs par leurs utilisations. Est-ce qu'on utilise de l'énergie humaine ou externe pour l'utiliser? Et après, ces deux catégories, on les divise en deux sous-catégories. Pour les fabriquer, est-ce qu'on utilise de l'énergie humaine ou externe? Bon, c'est un peu grossier parce qu'en fait l'énergie humaine, c'est un peu l'énergie externe puisqu'on l'a dans la nourriture qu'on mange. Mais ça permet un peu de voir à quel point on est dépendant. Donc on va faire une petite échelle. Le plus à droite, c'est plus high-tech. On est plus dépendant, malheureusement. Il y a plus d'exergie dépensée. Donc l'exergie, c'est vraiment de l'énergie qu'on peut tirer, parce que l'énergie, on ne peut pas toujours la récupérer. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une pénibilité qui est délocalisée. Et à l'inverse, à l'extrême gauche, on va avoir tout ce qui est plus low-tech, on a plus d'autonomie, on dépense moins d'énergie, et par contre, on a une pénibilité qui est souvent accrue. Donc, tout ce qui va être fabrication avec de l'énergie externe et qui utilise de l'énergie externe, c'est ce qu'on peut appeler du thermo-industriel. Donc ça peut aller des panneaux solaires, éoliennes, fibre optique, jusqu'à même la machine à vapeur. Ensuite, on peut penser tout ce qui va être fabriqué par l'homme, mais qui va quand même utiliser l'énergie externe de l'environnement. Donc on peut éventuellement penser à certains voiliers ou à certains moulins. Bon, bien sûr, il y en a qui nécessitent de l'énergie externe, mais on peut penser que les hommes peuvent le construire eux-mêmes. Pareil pour les voiliers, ça dépend lesquels. À l'inverse, donc c'est pas vraiment plus low-tech, mais bon, il fallait bien le mettre quelque part. Tout ce qui a besoin d'énergie externe, mais une fois qu'on l'a fabriqué, c'est bon. L'humain est totalement indépendant dessus. Donc là, c'est un peu tout ce qui est à la base des civilisations antiques, ou même plus récemment, si je pense à un marteau, ou à toute la métallurgie en fait, puisqu'on ne peut pas fabriquer de trucs en métal sans énergie externe. Il faut des hauts fourneaux. Après, tout ce qui est énergie humaine fabriquée et énergie humaine pour l'utilisation, alors là on peut un peu troller et dire que on peut revenir au pot de bête, on peut revenir à la culture du silex, mais sinon on peut aussi penser à par exemple un panier en osier. A priori les hommes peuvent le fabriquer et l'utiliser. Pourquoi pas un abri dans les bois aussi. Ça c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est Richard Enberg dans son livre Peak Everything, donc le pic de tout, que je vous conseille. Donc voilà, et on voit bien que nos deux exemples de tout à l'heure, il y en a un qui est un peu plus low-tech que l'autre. Je vous laisse deviner. Alors, quel est le problème des high-tech? Vous connaissez tous les high-tech. Par exemple, on prend un peu l'exemple bateau, le téléphone intelligent. Tout le monde peut l'utiliser, c'est très simple, des applications. Par contre, pour le fabriquer, c'est un peu plus compliqué. Il faudrait que vous ayez tous des doctorats ou je sais pas, des études en microélectronique, en optique, en centre de l'information et aussi en chimie du silicium et des polymères. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez vous taper des doctorats en logiciel, traitement d'image, gestion de réseau, puis aussi ergonomie quand même. Donc voilà, ça montre bien que ce genre de technologie, c'est pas du tout appréhendable. Avant le XXe siècle, n'importe quel humain pouvait
disons, le gentilhomme éduqué, si on va un peu tomber dans la caricature, pouvait à peu près appréhender les technologies, puisqu'il pouvait vraiment voir les mécanismes, les engrenages, et il pouvait aussi les toucher. Maintenant, il n'y a personne sur Terre qui peut construire un smartphone. Je ne suis pas à parier contre n'importe qui, il n'y a personne qui construit un smartphone de A à Z. Et l'humain ne peut plus appréhender ni maîtriser, en fait, malheureusement, la technologie qu'il a créée. On va voir pourquoi, on va voir comment, en fait, un peu ça, se dépatouiller de tout ça. L'autre problème des high-tech, c'est qu'ils utilisent de plus en plus de métaux. Donc les métaux, si vous prenez tous les éléments chimiques sur Terre, vous tombez quasiment sur un métal à coup sûr. Parce que c'est quasiment tous les éléments chimiques sur Terre, sauf quelques gaz et quelques composés. Donc au début du moulin, on était surtout sur des éléments abondants, cuivre, fer. Et puis plus on a développé des technologies, plus on a utilisé de métaux différents. Donc c'est peut-être un peu l'inverse, mais bon, en tout cas, vous voyez bien l'augmentation. Maintenant, on utilise des métaux comme le rubidium ou le rhodium. Et donc, si on prend l'analogie du cookie, avant, on prenait un peu les pépites de chocolat dans le cookie, et maintenant, on en est à extraire les pépites de celle-là. Si on voit un peu une idée. Donc, c'est des métaux qui sont très compliqués à extraire. Il faut beaucoup remuer de terrain. Bien sûr, ça se fait, vous savez tous, au détriment des pays du Sud, qui travaillent pour nous, en fait, pour qu'on ait ces technologies. Pour que je puisse parler dans ce micro aussi. Ça, c'est aussi aux dépens de nos amis les animaux, qui sont parqués, comme vous savez, dans des camps de concentration. Et ça dépend aussi, encore une fois, des ouvriers du Sud, puisqu'ils sont là pour fabriquer et réparer nos chers équipements électroniques ou autres. Donc on est basé en fait sur une triple exploitation qui n'est pas forcément soutenable. Donc pour le Tech Lab, on aime bien donc, avoir ça à l'esprit et on aime bien aussi comprendre le monde dans lequel on vit d'une façon un peu plus globale. Donc il faut bien considérer qu'on est déjà dans un monde de machines. Que ce soit dans les terminaux portuaires qui permettent les échanges à travers le monde, que ce soit les foreuses donc, qui vont extraire ces fameux métaux, des foreuses géantes à plusieurs peut-être centaines de kilowatts de puissance. Que ce soit les champs pétroliers infinis ou les data centers pour Internet, le monde est totalement des machines. Et donc si vous avez une augmentation de la richesse aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé plus tôt et qui a été travaillé et qui est rentré plus tard du travail, c'est parce qu'on a augmenté soit le nombre de machines, soit l'énergie injectée dans le système. Donc voilà. Donc s'il y a moins d'énergie, il y a moins de machines qui travaillent et donc il y a moins de richesse. Par exemple, un agriculteur au Canada ou en Saskatchewan, il a une superficie de 1000 hectares à gérer. Ça, c'est pas possible sans machine. Malheureusement, les humains ne boivent pas du pétrole, sinon on pourrait nous faire le boulot des machines. Mais à date, on ne boit pas de pétrole. Alors d'ailleurs, qui pense dans cette salle que l'énergie principale du Québec, c'est l'hydro? Juste pour l'énergie. Alors je vous présente la courbe de l'évolution de l'énergie totale au Québec des années 90 à 2010. Donc vu que l'électricité ce n'est à peu près un tiers de l'énergie dépensée, l'hydro ne peut être qu'à peu près un tiers de l'énergie dépensée. Le reste c'est du non-électricité, et le non-électricité c'est pour tout ce qui est transport, donc vous avez du pétrole, du gaz naturel et de la biomasse. Surtout du pétrole. Puisque George Bush nous a dit le mode de vie américain n'est pas négociable, il y a des hurluberlus qui vont vous faire croire qu'on va passer de ce que vous avez à gauche à ce que vous avez à droite. Donc c'est-à-dire après les années 2020, si on respecte les accords de Paris, on est censé diminuer progressivement notre dépendance au pétrole, au gaz naturel et puis un peu en biomasse. Et puis puisqu'il faut bien continuer à croître et à alimenter les data centers, il va falloir développer l'hydro encore plus et surtout développer l'éolien et le solaire. Donc l'éolien et le solaire, vous voyez aussi à gauche, mais en fait c'est des courbes qui sont tellement petites que je suis pas sûr que vous voyez, c'est en jaune et orange. Donc voilà, donc il y a des gens qui croient qu'on va passer de ça à ça en espèce de 10 ans. C'est pas complètement sûr que ça va arriver, on n'y croit pas trop. Bon voilà, c'est juste pour... ça c'est les chiffres du gouvernement d'ailleurs. On s'est amusé à faire un petit calcul. Si on peut convertir chaque baril de pétrole en années de travail humain,
donc quand vous travaillez ou vous produisez de l'énergie. Chaque jour, on consomme 100 millions de barils de pétrole sur la planète, et donc ça représente à peu près 1 milliard d'années de travail humain cramé par jour. Voilà. Après, vous allez me dire, bon, on est 7 milliards, donc c'est pas tant que ça. Sauf que, comme vous le savez, un Américain, c'est pas la même consommation qu'un Africain. Et donc, en fait... Oula. C'est parti. On va revenir. C'est le pétrole qui a dû faire ça. C'est ça. Un Américain consomme chaque jour, en fait, 1,5 années de travail, de labeur humain. Un Nord-Américain, pas forcément les États-Unis. Donc, en fait, on est tous Superman, parce qu'on peut tous se déplacer très très vite, on peut tous voler avec les avions. On peut tous regarder très loin avec des télescopes et on peut tous communiquer avec notre cousin qui est au Zimbabwe instantanément. Malheureusement, Superman, ça fait un peu mal parce que tous ceux qui vous disent bon voilà, le progrès c'est génial, en dessous il y a tout ce dont je vous ai parlé, et donc là il y a des soldats parce que tout ça, ça dépend aussi de l'armée, ça dépend de guerre dans tous les pays de la planète. C'est à ça que c'est l'armée d'ailleurs. Donc que faire face à cette dépendance alcoolique, je pourrais dire, au pétrole, et surtout que faire, parce que ça ne va pas durer très longtemps, comme vous savez, vous avez suivi les autres conférences, la raréfaction des ressources arrive. Nous on part du principe dans le Low-Tech Lab que ces produits sont déjà créés. Donc il faut se les réapproprier, il faut les transformer, les rendre accessibles, considérer qu'ils sont tous hackables, et si besoin les réparer. Donc c'est quoi un low-tech? Alors à la base, ça répond aux besoins essentiels. Boire, manger, se chauffer et s'héberger. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit facilement fabricable. Il faut que ce soit réutilisable et réparable, bien sûr. Il ne faut pas que ça coûte trop cher pour ne pas laisser des gens sur le carreau. Il faut que ce soit produit de façon locale et avec un faible impact environnemental. Et il faut que ce soit aussi convivial. Il ne faut pas que ce soit que des ingénieurs qui soient amenés à l'utiliser. Par contre, vous pouvez mettre tout ça à la poubelle parce qu'en fait, il n'y a pas de définition du low-tech. D'après Philippe Giwix. Tout simplement parce qu'on est toujours plus ou moins low-tech que quelque chose. C'est une définition relative et pas absolue. On va essayer de vous présenter quelques... Enfin, je vais essayer de quelques low-tech courants. Vous en avez tous dans votre quotidien. Par exemple, si vous avez un briquet, vous pouvez le remplacer par un briquet suédois. Donc c'est que vous mettez en contact les deux embouts, ça fait des étincelles, ça fait un feu. Vous pouvez installer une toilette sèche qui est quand même plus low-tech qu'une toilette normale. Vous pouvez sécher vos vêtements au soleil, c'est quand même un peu la base, plutôt qu'avoir un électro connecté Wi-Fi. Et vous pouvez pourquoi pas vous déplacer en voilier plutôt qu'en avion. Non, c'est vraiment faisable. Et après, c'est un peu pour troller aussi, mais il y a toujours des exemples qui sont plus low-tech, comme un clou, c'est plus low-tech qu'une vis, parce que c'est beaucoup plus simple à fabriquer. Après, c'est pas forcément équivalent, mais... Aussi, on en a parlé avant, il me semble, mais pourquoi ne pas se séparer de son frigo? Au Québec, il fait très froid dehors, vous chauffez à 20 degrés votre maison, et vous avez un petit habitacle qui s'appelle frigo où il fait 5 degrés. Vous pouvez penser mettre vos aliments dans un sas à l'entrée ou à la cave, où il fait beaucoup plus frais. Si vous aimez bien les barbecues, vous pouvez penser à fabriquer un réchaud roquette avec des boîtes de conserve. Donc ça a l'avantage d'avoir une isolation en terre autour pour éviter la déperdition de chaleur. Et il y a aussi un système de tuyaux qui va permettre la circulation de l'air. Et honnêtement, ça a des très bonnes performances, on a 7 fois moins de combustible et beaucoup moins de fumée toxique. Donc ça se fait avec des boîtes de conserve. Donc voilà, la prochaine fois que vous faites un barbecue, pensez à nous. Si vous n'avez pas trop cramé du bois parce que vous n'avez pas envie de mettre du carbone, vous pouvez faire un concentrateur solaire. Un concentrateur solaire, c'est un miroir qui va concentrer les rayons du soleil sur un point. Nous, on s'est amusé à en faire un qui soit pliable parce qu'on voulait le transporter. Donc on a pris des bouts de carton et on a fait ce que vous voyez là, avec des papiers miroirs. Donc c'est pliable et c'est transportable sur un sac à dos. Sinon, on peut utiliser la puissance de nos jambes aussi, ça peut être pas mal. Donc le vélo mixeur, par exemple, c'est pas forcément une application très essentielle à notre survie, mais vous pouvez penser mettre n'importe quoi sur un vélo. Et un mixeur, ça marche pas mal parce que la conversion est vraiment très efficace. Il faut savoir que dans nos jambes, on a à peu près 100 watts de puissance, voire plus. Hein, si vous êtes champion en cyclisme, c'est plutôt 600 watts.
Mais bon, on n'est pas tous... voilà. Et vous pouvez aussi penser à labourer avec ce vélo un peu amélioré. Pourquoi pas, même si le labour, c'est pas toujours la meilleure solution. Pourquoi pas faire des travaux de la terre, plutôt qu'utiliser un animal de trait. La transmission mécanique a des pertes très faibles par rapport à la transmission électrique. Par contre, il faut faire attention à ne pas par exemple, acheter ça acheter des pièces toutes faites, il faut les réutiliser. C'est très important pour les low-tech. Réutiliser des vélos, etc. Pourquoi pas hacker d'une façon vraiment pure informatiquement. Donc l'Arduino, c'est un exemple de microcontrôleur qui fait une seule tâche, qui coûte pas cher. Vous avez le Raspberry Pi qui est un ordinateur entier qui fonctionne sous Linux. Ça, alors c'est plus ou moins controversé parce que c'est pas vraiment low-tech, il faut clairement une industrie thermo-industrielle pour le faire. Mais nous on dit un ordinateur ça fait 1 milliard d'opérations par seconde. Donc c'est quand même un atout par rapport à des humains. On fait pas forcément 1 milliard d'opérations par seconde en tant qu'humain. Puis ça coûte $25. Donc voilà, il faut surtout pas l'acheter sur Amazon. Donc, ça, il faut essayer de réutiliser des anciens PC, hacker, etc., hacker de façon hardware et logiciel pour pouvoir transformer ces ordinateurs, parce que les décharges en regorgent des anciens ordinateurs qui ne servent plus. Parfois, c'est pas toujours réparable parce que les constructeurs font en sorte que, mais il y a quand même du potentiel. Réutiliser les déchets, ouais, c'est ça. Et il ne faut surtout pas devenir dépendant parce que ça c'est la porte ouverte à la dépendance technologique. Il faut faire très attention de maîtriser ce genre d'outils. Pour ça, il faut essayer de se former. Je pense que c'est pas forcément réservé qu'aux ingénieurs. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent se lancer. C'est des choses qui sont parfois beaucoup plus simples qu'on pense. Avec un peu d'appui, on peut quand même y arriver. Donc le Low-Tech Lab de Montréal, on essaye de faire un peu tout ça. Alors déjà on essaye de lancer le mouvement au Québec, qui en fait il est parti de pas mal de petits pays à travers le monde. On essaye de se documenter, donc on a fabriqué quelques trucs comme le réchaud roquette ou comme le concentrateur solaire. On essaye aussi de partager, donc il y a un site qui s'appelle lowtechlab.org où on peut mettre des fiches d'invention sur tout ce qu'on a fait. On essaie d'ancrer un peu le mouvement, alors c'est un peu pompeux, mais d'avoir des cercles de réflexion sur certains sujets, donc des think tanks. On essaie de participer à des Riber Café. On aimerait bien participer à des hackathons. Donc c'est des événements où on va essayer de développer des inventions, essayer de réutiliser des choses. Pourquoi pas faire des expéditions, comme d'autres personnes du low-tech mondial. Et pourquoi pas aussi faire des projets éducatifs. Moi j'ai mis quelques références s'il y en a qui veulent prendre des photos. Bon, pour après. Et donc voilà, on est le Low-Tech Lab de Montréal, vous nous suivez sur Facebook. Pour l'instant on n'est pas beaucoup, on est surtout des Français, on a besoin de Québécois. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous, puis merci. C'était peut-être un exemple assez caricatural. Est-ce que vous n'avez pas peur de tomber dans l'entre-soi et d'avoir un manque de mixité ou de pluriculturel dans les milieux qui vous faites ça? Est-ce qu'il y a des exemples qui montrent que justement ça induit à l'échec parce qu'il y avait des clashs entre vegan et non-vegan? Ou est-ce que vous pensez que ça peut être plutôt un avantage pour essayer d'ouvrir l'esprit de l'écolieu? Je ne sais pas. C'est sûr qu'on encourage beaucoup la tolérance dans les éco-communautés. Il faut agrandir notre seuil de tolérance. Des fois, ça peut... faut pas non plus se mettre dans une situation qu'on va tout le temps être frustré. Mettons, dans les valeurs communes, ça peut être l'éducation des enfants. Si toi, tu as des enfants puis tu veux faire l'école à la maison puis d'avoir d'autres familles pour que la communauté soit axée vers ça, ben, regroupe-toi avec des gens comme ça, puis vous allez aller plus loin ensemble. C'est sûr que c'est peut-être un peu la voie facile, mais l'éco-communauté, c'est très difficile que ça fonctionne, mais c'est tellement enrichissant. Il faut que ça fonctionne, on n'a comme pas le choix, on est rendu là. Fait qu'on va pas faire exprès pour se mélanger avec, mettons, quelqu'un que lui, c'est pas nécessairement les enfants qui en veut pas, justement, parce qu'il trouve qu'il y a une surpopulation mondiale, puis que lui, c'est plus être
super résiliente, autosuffisante. Fait que c'est de se grouper selon les valeurs communes puis la vision commune. Mais il y a pas des communautés qui ont des vegans puis des omnivores, puis c'est pas du tout un problème. Ça dépend vraiment de votre seuil de tolérance. Ma question elle est pour Johan. Tu parlais du solaire passif en ville. Je veux savoir si tu pouvais développer, tu as montré un exemple d'un petit village avec une densité, etc. Comment tu mets tout le monde face sud avec cette densité-là, ou même sur la hauteur. Si tu prends juste les rues, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas mettre tout le monde plein sud. Comment tu gères le solaire passif en ville ou en petit village dense? Rendu là, c'est quand même... C'est du cas par cas, parce que souvent les villages sont déjà construits. C'est comme si tu as une latitude infinie, tu peux mettre tout le monde au sud. Mais on a tous déjà un toit. Puis ensuite, il existe des méthodes low-tech justement pour à la fois faire bouger la lumière avec des systèmes de tubes réfléchissants qui vont pouvoir amener la lumière aux étages inférieurs. Ou si tu as une façade sud, toute la partie non vitrée, elle peut être blanche. Comme ça, la façade opposée, la rue opposée qui elle est au nord, elle est éclairée avec une lumière naturelle. Puis après, c'est d'arriver à faire circuler, comprendre les phénomènes naturels de convection et tout ça, pour faire circuler la chaleur des parties qui la reçoivent directement aux parties qui en sont un petit peu cachées. Là, on entre avec la convection, puis ça peut être aussi la convection naturelle de l'air chaud monte, l'air froid descend. Puis on peut aussi avoir des low-tech à base de circulation d'eau ou d'affaires comme ça. Ça veut dire que de connaissance que vous avez la sagesse qui vient à gouvernement. Comme ça, il va avoir un fort plus grand. Si je comprends bien la question, c'est comment on partage cette sagesse avec les décideurs, c'est ça? Moi j'ai un exemple, Drummondville, parce qu'il y en a qui connaissent un peu l'histoire de Drummondville. À Drummondville, dans le fond, il y a une couple assez jeune qui ont acheté une maison et c'était la seule partie face au sud, c'était leur cour en avant. C'était complètement illégal de cultiver de quoi à manger là-bas, mais ils l'ont fait très 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 bien, en tout cas c'était top dans son design. Mais ils avaient des amendes de 350 $ par jour pour détruire parce que c'était pas la norme de leur communauté. Il y a eu une pétition mondiale qui a 22 000 personnes qui a signé pour changer cette loi-là. Après, le gouvernement, non seulement il a enlevé les amendes, ils ont embauché cette famille-là pour consulter tous les travailleurs dans les parcs de Drummondville et maintenant c'est légal et encouragé. Alors, il faut des fois juste mettre à la porte et démontrer que c'est les changements nécessaires au lieu de juste faire beaucoup de blabla. Désobéissance civile. Oui. Ouais, rapidement là. Nos gouvernements, c'est pas eux qui décident. C'est nous, il s'agit de leur faire comprendre. Puis c'est quand même on n'a pas d'aller informer le gouvernement. Le gouvernement, si la population ne demande pas ça, parce que si les gens veulent des belles pelouses, c'est pas ça qu'ils vont promouvoir. Mais là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt citoyen pour de la culture urbaine. Et ils ont fait on va peut-être changer le règlement. Mais c'est pas eux qui décident. Peut-être j'ajouterais aussi que dans le fond, c'est de le faire et pas attendre d'avoir la permission tout le temps. C'est quoi les principaux obstacles à surmonter pour développer des éco-habitations, pour développer du low-tech et pour développer de l'habitation durable? En quelques mots, c'est quoi vos principales embûches présentement pour faire une expansion de ce que vous avez? Alors, quels sont les principaux freins en low-tech? Ça peut être les politiques, comme on l'a dit, honnêtement. Sinon, ça peut être aussi un peu de décorréler qu'est-ce qui va être durable ou pas. Parce que c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit, tout est interconnecté. Et donc, il y a parfois des fausses solutions, comme, je fais un peu de la pub, mais les énergies vertes, ça peut être un peu une fausse solution. Donc voilà, pour moi, c'est un peu ça le frein. Malheureusement, le citoyen normal, il a accès à tout ce qu'il y a dans la presse. Et la presse, c'est les résultats d'une longue chaîne, on ne sait pas ce qu'il y a au milieu. Un peu comme un téléphone arabe. Et donc en fait, en fin de chaîne, on a parfois des informations un peu déformées. Et donc ça prend du temps d'aller remonter l'information. C'est un peu un frein aussi. Pour moi, c'est ça le principal point.
Le zonage aussi pour les éco-communautés, qui est des fois qui est compliqué, souvent qui est compliqué, donc il faut être zoné blanc. Parce que sur un terrain agricole, on ne peut pas nécessairement faire ce qu'on veut, donc vraiment le zonage a changé, mais je crois qu'il y a des municipalités tranquillement qui se font valider, puis c'est de leur donner de la bonne information, de leur montrer que les éco-communautés, c'est pas des sectes, c'est vraiment des gens qui ont envie de prendre soin de la planète, de l'humain. Je pense que c'est vraiment de repasser par le côté humain qu'on va réussir aussi, parce que tout le monde a un cœur, tout le monde a des émotions, tout le monde a des enfants, donc à un moment donné, c'est d'éveiller la conscience de ces gens-là, puis d'amener des gens qui sont dans la conscience, dans l'éveil de la conscience, dans les comités municipaux, les gens s'impliquent. Je pense que c'est vraiment que la vague va changer tranquillement comme ça. Oui, moi si je peux comme rapidement, moi ce que je vois, le principal obstacle, c'est un changement de niveau de conscience. Okay, là on est dans une société ultra individualisée, on se voit comme séparés les uns des autres, puis de la nature qui nous entoure, puis en compétition avec tout ça. Puis si on retrouve à l'intérieur cette connexion avec les autres humains, puis avec la nature, ben c'est là que va venir la motivation à préserver la nature, puis avoir des contacts sociaux, puis changer les règlements pour se permettre. C'était pas posé directement à moi, mais moi j'allais rajouter le support d'éducation, mais surtout les réseaux communautaires. Tous les autres problèmes, si on n'a pas un réseau social, communautaire qui est local, on peut aussi faire confiance quand on a des dépressions, quand on fait face au suicide et tout ça, avec toutes ces crises climatiques. Si on n'a pas ce réseau-là, peu importe le challenge, on ne va jamais réussir. Alors, la communauté, à la base, c'est tout. J'ai envie quand même de répondre aussi à la question. Donc, en fait, moi, je crois que l'approche principale embûche, c'est l'abondance. Nous sommes actuellement, on a l'impression que nous sommes dans une société d'abondance et donc, on n'a pas besoin de ces solutions-là. Alors que dès que l'on sera dans une société, en cas de restrictions, hein, à ce moment-là, ça paraîtra évident, toutes ces solutions. Évident. Voilà, c'est juste la quantité de ressources disponibles. Une autre question, alors là, oui, voilà. Bon, c'est un commentaire qui va finir par une question. Je ne veux pas faire un froid, là, mais bon, depuis hier, j'entends pas beaucoup parler de la problématique des personnes à faible revenu. Puis, moi, bon, personnellement, je suis une personne à faible revenu, je vis avec à peu près 800$ par mois, en me forçant, en allant travailler et tout ça. Puis, ces solutions-là, pour moi, sont absolument inaccessibles. J'ai fait des recherches sur Internet, j'ai cherché, il faut tout le temps soit que j'aille suivre une formation, soit que j'investisse. Je n'ai pas les moyens, puis dans les cuisines collectives auxquelles je participe déjà, parce que sinon je ne serais pas capable de manger, il y a des gens qui sont encore pires que moi, là. Il y a des gens qui sont projetés dans la rue, il y a des gens qui ont vraiment rien, qui n'ont pas beaucoup. C'est pas une question de conscience, ils sont très éveillés au niveau de la conscience, mais des fois ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les capacités de beaucoup d'interagir, ils ont des grosses blessures. Je trouve que toutes ces initiatives-là qui visent à, on va se pousser dans le bois, puis on va se mettre entre nous autres, les gens éveillés, puis nous autres, on va changer le monde, c'est beau, mais il y a un petit côté élitiste là-dedans. Parce que les gens qui sont pauvres, là, puis qui vont crever en ville, on fait quoi avec eux? Vous dealez comment avec ça? C'est ma question, vous dealez comment avec ça? Puis comment... c'est ça. Comment on peut amener ces solutions-là aussi en ville? Parce que, en tout cas, je trouve qu'il y a un côté politique qui manque, qui n'est pas là. On a des solutions en petite gang, on part en petite gang, on fait des initiatives, c'est correct. Mais sur le plan. Oui, on va, parce que pour qu'on ait l'occasion. Donc... Premièrement, par exemple, à la Cité écologique, ils sont environ 100 personnes à habiter là. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler pour des conditions de santé. Sinon, il y a des jeunes, tout ça. Puis, vu que c'est une grosse communauté, ils sont capables de prendre en charge des personnes qui peuvent
donner un peu moins, mais ils peuvent donner d'une autre façon, en gardant les enfants ou faisant peut-être plus de la rédaction ou autre chose. Mais dans le fond, c'est que chacun doit développer le plus de compétences possibles, le plus de sphères qui peut contribuer à la communauté, puis c'est ça qui rend riche les communautés. C'est de ne pas sentir qu'on est inutile, puis de trouver sa place, sa valeur, puis d'essayer de montrer comment on peut contribuer à la communauté. Puis c'est sûr que ça prend aussi des personnes d'action, ça prend des personnes plus intellectuelles, ça prend des personnes de cœur. Puis des personnes de cœur n'ont pas besoin d'avoir de l'argent. Puis des personnes intellectuelles non plus, puis les personnes travaillantes non plus. Donc c'est vraiment de trouver un équilibre. Mais une communauté ne peut pas prendre en charge plein de personnes qui sont à mobilité réduite, par exemple. C'est de trouver un peu l'équilibre. C'était pas vraiment ça ma question. C'était pour se rendre, pour réussir à construire ce projet-là. Comprends-tu? Il faut, en ce moment, là, mettons que je voudrais me joindre à une communauté comme ça, il faudrait que j'investisse. Ben, c'est pas nécessairement. Par exemple, moi où j'habite en ce moment, je paye 110 $ par mois pour habiter là. 110 $. Mais tu as suivi une formation. C'est ça, tu sais, c'est tout ça. Il y a quand même beaucoup d'informations qui est accessible gratuitement. Si je peux juste 30 secondes là-dessus, je pense que c'est très important parce qu'à la base, nos communautés, c'était vraiment supporté par la religion qui toujours était en train de supporter tout le monde en besoin. Vu qu'on est fait face à une évolution de la ville qui est de moins en moins religieux, il faut qu'on adapte notre communauté pour supporter tout le monde de n'importe quelle religion, n'importe quel niveau d'origine, c'est ça, et niveau de revenus. Alors, je pense pour nous, à P3, le but, c'est ça, la raison qu'on offre des trocs, des échanges et des subventions complets pour n'importe qui sont intéressés à nos formations et nos consultations. On offre des services gratuits pour ces raisons-là, non seulement pour supporter, mais parce qu'on a énormément à apprendre des gens qui font face à des basses revenus et des stress sociétaux qui ne sont pas communs pour tout le monde. Alors, c'est pour les éducateurs qui sont lancés dedans, pour les éco-communautés qui sont lancées dedans, c'est important que nous, on a à tous nos modèles d'affaires, au BNL ou non, c'est qu'on a une entrée qui est une entrée sociale gratuite pour les gens qui ont besoin et qui ont le vouloir. Oui, moi je voulais savoir, au niveau de l'habitation, combien ça coûte et combien de temps ça prend pour construire une habitation qui n'était pas existante, puis sinon de restaurer une habitation qui était déjà existante. Donc le coût et le temps. Ok, donc là c'est une question plus pour moi j'imagine, puis je vais la répéter pour la vidéo. C'est quoi l'investissement en termes financiers puis en termes de temps pour construire une maison neuve ou rénover une maison? C'est le plus gros investissement financier et en termes de temps que tu vas faire de ta vie ever. Mais il y a des moyens de faire en dehors de ce qui est comme connu. Hélène, elle pourrait t'en parler. Elle a réussi comme à construire sa maison après avoir suivi une formation, etc., en mettant beaucoup de temps personnel. T'as pas suivi la formation leadership? Tu t'es auto-formé sur leadership. À construire un habitat qui prend soin d'elle plus qu'une maison conventionnelle, puis ça lui a coûté en deçà de 50 000. Okay? On parle de ça il y a comme 15 ans. Okay. La valeur du dollar n'était pas la même, mais elle a été très créative. Puis, dès que vous êtes plusieurs, vous pouvez tout diviser. Si vous avez le goût de vous créer un cohabitat, il y a des grosses maisons individuelles qui sont déjà construites, qui ont un potentiel pour être rénovées de façon écologique. Puis, si vous dites, bah, c'est comme nous, on est 2 familles ou 3 familles, puis là c'est une maison de 8 chambres, puis on a vraiment le goût d'habiter ensemble, mais ça va coûter moins cher que 3 maisons individuelles. Okay? Puis ça va être, pour la construction, ça va être pareil. Puis si vous voulez construire, il y a des matériaux qui coûtent vraiment pas cher, la paille, les matériaux que je présente, les matériaux qui sont comme locaux, non transformés, qui passent pas par des circuits où il y a comme plusieurs intermédiaires qui vont chacun prendre une cut, ils vont tout de suite être comme moins chers. Combien ça coûte? Ça dépend de beaucoup de choses. Il faut penser en dehors du cadre qui est... Je peux peut-être donner les chiffres de ma mini-maison sur vous. Mettons qu'elle est terminée, elle va se terminer mettons, en octobre.
Je vais avoir mis environ 30 000 $ dessus. Ça inclut aussi les formations que j'ai suivies, le transport, tout ça. Je vais avoir mis en tout environ 800 heures de temps personnel dessus. Ça inclut les formations aussi, mes déplacements au magasinage et au design. Je vais avoir eu environ 400 heures d'aide extérieure. Là, en ce moment, j'ai engagé 0 entrepreneur jusqu'à maintenant. Puis, je vais avoir fait ça dans 1 an. Puis, j'ai jamais fait de construction de ma vie. Avant, j'ai tout appris sur YouTube. C'est super difficile. Les femmes, on est capables, nous autres aussi, de construire des affaires. C'est ça, je trouve ça tout super inspirant, ces solutions-là. Il y en a déjà que je disais un peu, puis j'ai voulu aller plus loin. Mais le reste de mon commentaire, là, pour peut-être le point, ça rejoint un peu maintenant, parce que ce qui m'a frappé pendant les présentations, c'est à un moment donné, j'ai vu la map des éco-villages sur le monde, puis j'ai vu Amérique du Nord, États-Unis, l'Europe, mais vide, ou en Asie, en Afrique, Amérique du Sud un peu. Probablement qu'il y en a un peu là-bas aussi, mais ça me donne l'impression quand même que, suite avec ce qu'on a entendu hier sur l'effondrement qui est inévitable, le Sahel qui va brûler, il y a 300 millions de personnes qui vont bouger de là, il y a du monde qui vont arriver ici. Puis ils vont gagner à notre porte, ça va être légitime parce que c'est un peu notre faute, ce qui se passe chez eux, notre mode de vie. J'ai comme l'impression qu'on est en train de se trouver des solutions pour des privilégiés, dans le fond, pour adoucir un peu ce qu'on va vivre avec l'effondrement, puis qu'il y a une grosse gang qui est quand même oubliée, puis que nos solutions ne seront peut-être pas à la hauteur de ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver. Brièvement, là, comme en Afrique, en Asie, c'est que souvent les communautés sont déjà écologiques. Les communautaires, juste, ne sont pas reconnus parce que les autres, ils se considèrent que c'est normal. Leur culture, c'est comme ça, ils s'entraident déjà. Puis c'est pas reconnu, c'est ça, tout simplement. Mais il y en a vraiment énormément. C'est des milliers. Là. Puis effectivement, comme la problématique de l'effondrement, c'est typiquement un truc d'occidentaux. C'est quand même. Eux, ils vivent déjà les low-tech, la permaculture, c'est des mots vachement savants qu'on a mis sur le mode de vie qu'on avait avant. Puis effectivement, comme la problématique de l'effondrement telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est ouais, on veut pas perdre notre confort. Ça, c'est vrai. C'est comme, puis si on n'avait pas une société hautement carbonée, parce qu'on serait pas là en train de parler de ça, mais c'est comme ceux qui se considèrent pauvres aujourd'hui, avec raison, il y a des disparités, des inégalités, c'est un système qui a créé des inégalités. Il sera encore plus pauvre dans une société non carbonée. Puis protéger notre société, c'est aussi protéger d'une certaine façon nos plus pauvres. Si ça s'effondre, les premiers qui vont souffrir, c'est ceux qui n'ont pas de revenus, ceux qui n'ont pas de moyens. Ouais, un petit complément. En fait, si nous sommes nous-mêmes en précarité, on ne peut pas aider les autres. Il faut aussi intégrer qu'il faut sécuriser un peu sa famille, son alimentation, et là on va être capable, au moment où il y a des problèmes, d'aider beaucoup plus facilement les autres. Autrement, on est déjà dans la survie. Nous sommes. Une autre question, Mireille qui avait posé la main il y a longtemps. J'ai vu qu'il y a déjà ils ont inventé une solution justement pour le corps humain maintenant qui va être biodégradable pour l'aider à être biodégradable et retourner à la terre. Il y a aussi les solutions de planter un arbre aussi avec les cendres. Et puis ça a été déjà discuté aussi dans les projets de faire un cimetière d'arbres et de rendre en forêt nourricière pour que les gens puissent revisiter et des feuilles pour que la vie continue. Justement pour honorer la vie, puis que les fruits de la vie continuent à vivre. Donc, je crois qu'il y a des idées dans ce sens-là, oui, pour que le corps humain retourne à la Terre et que ce soit moins polluant, que les coûts soient moins élevés, parce que oui, effectivement, c'est quand même une bonne industrie
polluantes. Oui, pour juste rajouter, c'est important de mettre la lumière sur des éco-villages qui sont basés dans l'éducation des jeunes et aussi des maisons de retraite en même temps, en unisson, avec une ferme ou éco-village au milieu qui gère le tout. C'est vraiment une idée de intergénérationnelle, toute origine. Alors, c'est une solution qui est de plus en plus commune partout dans les pays qui sont en train de faire ça. Et effectivement, avec des solutions après mort, c'est autre chose. Mais pour les derniers moments, il y a des solutions. Bon. Le sujet ne s'y prête pas, il y a quelque chose pour rigoler un petit peu. Ils ont, dans certains cimetières, ils ont ouvert des tombes et ils ont vu que les corps étaient à peine décomposés. Ils ont fait des analyses. En fait, on mange tellement de pesticides, d'antibiotiques et tout ça, même les vers ne nous veulent plus. Donc, mangez sainement et vous pourrez vous décomposer sainement. Désolé. On a encore le temps, en fait. Allez tout au fond. Alors ouais, c'est très très compliqué Internet. Ouais, excuse-moi. Donc l'action c'était comment en fait en phase d'effondrement, mettons, comment gérer tout ce qui est Internet et partage sur le réseau, j'imagine. Alors il y a déjà des solutions low-tech Internet, c'est de consommer le moins d'énergie possible, donc c'est faire des sites web avec des images qui pèsent quelques kilobits, c'est des choses comme ça, avec vraiment le moins de contenu possible. Après, comme je l'ai montré, le système est tellement compliqué en fait au niveau d'Internet que ça va être très compliqué. Je pense que ce qui peut marcher, c'est de faire des intranets à l'échelle d'une région, parce que on peut beaucoup mieux contrôler ce qui se passe, comme au tout début d'Internet d'ailleurs. C'était ce qu'on appelle Internet ou intranet, c'est un peu la même chose, mais un truc plus local, on va dire. Sinon, ouais, c'est une très bonne question et malheureusement il y a beaucoup de savoir sur Internet. Je pense que ça pourrait être très très bon de lancer des initiatives qui vont un peu collecter et sauvegarder un peu tout le savoir qu'il y a, je sais pas, sur Wikipédia ou sur quelque chose comme ça. Il y avait une question ici, ouais. Peut-être le micro. Je peux prendre un des problèmes majeurs que je vois pour bien effectuer la transition et puis pour faire suite à ce que Madame avait posé comme questionnement au sujet des disparités de revenus, je vois que beaucoup de gens en ville doivent louer leur espace de vie. Et pour moi, louer, c'est de l'argent que tu perds et puis que ça enrichit un propriétaire. Donc il y a vraiment un déséquilibre entre propriétaire et locataire. Et quelle solution on pourrait penser collectivement pour changer ce système-là de location, et puis parce que c'est de l'argent que les locataires perdent. Et si on pouvait comme être propriétaire de tout, si moi j'ai un logement et puis je peux devenir propriétaire éventuellement, au bout du compte, je pourrais le revendre et partir après ça, m'acheter construire une mini-maison, et puis c'est vraiment quelque chose qui pourrait être une solution de changer ce système-là. Moi, j'avais vu un reportage qui avait comparé la location à l'achat, et puis ça revenait moins cher en bout de ligne dans une vie de louer que d'acheter une maison. Ouais, puis moi, je pensais l'inverse. Mais côté solution, je pense peut-être de mettre, si tu veux ramasser de l'argent, c'est peut-être d'être en colocation pour peut-être diminuer la consommation. Tu vois, moi, j'ai commencé à faire, je suis maintenant dans un lieu rural, mais je fais mon dentifrice, je fais mon savon, j'ai coupé les restos, je fais ma nourriture, ma lactofermentation, donc j'ai coupé beaucoup mes factures. Donc je pense que c'est de consommer beaucoup moins, dans cette optique-là qu'on peut fabriquer beaucoup de choses nous-mêmes qui seraient beaucoup moins dispendieuses, de faire beaucoup de conservation de tes légumes, donc tu sauves beaucoup aussi quand c'est le temps des légumes, comme il disait, de faire ton canage, puis que ça se garde 6 mois, on sauve énormément. Puis c'est parce que je suis pas sûre que d'acheter une grosse maison, puis parce qu'avec l'immobilier qui monte qui descend, que c'est plus avantageux. Pas une grosse maison, une mini-maison. On va prendre une dernière question, il nous reste une mini-maison, oui, je pense que... Tu voulais répondre à quelque chose? Solutionnement m'a appris qu'une solution pour se construire une mini-maison, c'est de prendre un prêt
avec un membre de notre famille. Donc, par exemple, mon père va financer qu'est-ce qui me manquait pour ma maison, puis c'est moi qui décide des remboursements que je fais avec mon père. C'est une façon de ne pas encourager les banques et prier avec eux. Puis, encore une fois, c'est comme la solution en ville, c'est absolument inabordable pour la majorité des individus, mais si vous créez un groupe d'individus, vous vous mettez ensemble, ben là, c'est comme, il y a une résilience, il y a comme une solidarité qui se crée, puis les banques, ils ont plus de monde, comme, qui vont être des collatéraux, puis qui vont comme co-signer le prêt, puis il y a la possibilité d'avoir comme, ça demande beaucoup d'organisation. Tout ce que vous n'avez pas comme en fonds qui vous viennent de vos héritages, ou parce que vous avez des compétences qui vous permettent d'avoir comme des gros salaires ou quoi que ce soit, ben, il va falloir aller le retrouver en ressources, de s'organiser entre vous. C'est comme si vous vous mettez à une centaine, où vous avez moyen d'acheter un immeuble, puis d'être propriétaire en ville à plusieurs. Ok, une dernière question. La question, c'est qu'à Montréal, il y a des procédures pour faire des coopératives d'habitation. Donc, c'est des groupes qui se mettent ensemble, dans le milieu communautaire, ça se fait beaucoup, et qui font des demandes à la ville pour des projets. Il y a des projets qui se font. C'est sûr que ça prend du temps, mais ça se réalise. Donc, il suffit de trouver des gens pour le faire et faire ces demandes-là. Ok. Bon, on a le temps encore une question? Non. Il y a les ventres affamés qui crient, c'est ça? Non, c'est pas une question, c'est un commentaire. Je pense qu'une chose qu'on oublie, c'est que c'est bien beau de dire qu'il faut trouver les gens, que tout ça, mais madame parlait des personnes en situation de survie et leur largeur de bande mentale ne permet pas de se former, que ce soit gratuitement ou autrement, et de se regrouper et de réseauter et de faire ces choses-là. Quand on se rend compte de l'état, je veux dire, c'est même difficile d'aller les solliciter et les faire sortir de chez eux pour venir à des événements de repas partage et de communauté et d'essayer de faire réseauter. Et c'est un problème qui est beaucoup plus gros que